Comment Haïti est-elle devenue la première république noire? Quels sont les héros qui ont permis l'éclosion de la première révolution du monde afrodescendant? L'émission Politise reçoit le sèche Mirekovi, expert savant kémitologue, qui décrypte un pan entier d'une histoire commune qui débute en Afrique et irradie toute la Caraïbe. L'homme africain, partout où il se trouve dans le monde, que ce soit sur son continent d'origine, l'Afrique, que ce soit en Océanie, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique, ou que ce soit ici même en Europe, a toujours eu un déficit d'image. En effet, au lieu de mettre l'accent sur ses réalisations culturelles, scientifiques, technologiques, on insiste sur sa caractérologie raciale. Tout se passe comme si l'homme était occulté par la race. Ainsi, dans les sciences humaines et dans les sciences sociales, plus précisément, les sciences dites exactes ou dures apparaissent comme une exception en la matière, que ce soit en sociologie, en psychologie, en philosophie, en théologie et surtout en histoire. On ne parle jamais des civilisations africaines, de leur apport à l'humanité dans le domaine des sciences, des lettres, des arts, des techniques, etc. Mais on parle toujours du statut du noir ou du nègre qui serait un statut d'esclave, aussi loin qu'on remonte dans le temps. Dans les manuels d'histoire, en particulier, on dit que depuis Sumer, depuis l'Égypte, l'homme noir a toujours eu un statut servile. Donc, à partir de ces manuels d'histoire, on a, pour ainsi dire, conditionné des générations et des générations d'êtres humains dans ce qu'on peut appeler l'ambiance de la négrophobie. Cela veut dire que nulle part dans le monde, l'Africain, le noir, n'est considéré comme un bâtisseur d'empire, un créateur de civilisation, et encore moins comme quelqu'un qui jouera un rôle quelconque dans ce qu'on peut appeler l'ère de l'exploration spatiale. On nie donc à l'Africain un passé qui soit redevable à son propre travail, à ses propres efforts. On nie un présent qui pourrait être un présent qui permet d'entrevoir l'espoir, et on nie qu'il ait un futur possible. Cela n'a pas toujours été. Parce qu'aussi loin qu'on remonte dans l'histoire, donc dans la préhistoire, l'homme africain a toujours été l'acteur principal de la sédimentation du génie humain. Nous employons à dessein cette métaphore géologique pour suggérer qu'en fait, toutes les couches successives qui sont la matérialisation des acquis de la civilisation dans la conquête que l'homme en a faite, l'homo sapiens sapiens,
l'Afrique a toujours été le théâtre de ce que j'appellerais donc l'Odyssée de l'espèce humaine dans l'espace planétaire. Nous commencerons donc par le cycle de la préhistoire pour dire qu'aujourd'hui, il est admis par la communauté des préhistoriens, des archéologues de la préhistoire et des généticiens que c'est en Afrique que l'homme est apparu. On a coutume de dire que Dieu a créé l'homme, mais on ne dit jamais où. C'est en Afrique que l'homme est apparu. Et à tous les stades du processus de l'hominisation, c'est-à-dire depuis les cousins lointains de l'homme anatomiquement moderne que nous sommes, qu'on appelle donc les hominidés, on a trouvé des fossiles, et tous les fossiles de la première souche que les préhistoriens appellent les australopithèques, ce qui étymologiquement veut dire les singes du Sud. Mais en fait, ils n'étaient plus des singes. Mais tout au moins, on admet qu'ils sont apparus au Sud. Et il y a l'Australopithèque robustus, l'Australopithèque gracile, mais le tout premier de ce spécimen, on l'a trouvé au Tchad. C'est Toumaï, il y a 7 millions d'années. Entre 7 millions d'années et 200 000 ans date de l'émergence, toujours en Afrique, de l'Homo sapiens sapiens, à savoir l'homme 2 fois sage. Donc l'Homo sapiens sapiens constitue la phase ultime du développement du processus de l'hominisation. Entre les australopithèques et le genre Homo, c'est-à-dire l'Homo habilis, l'Homo erectus et l'Homo sapiens archaïque, qu'on a appelé le néandertalien, comme si il était apparu pour la première fois en Europe, alors qu'en fait, le premier homme de Néandertal est apparu dans ce qu'on appelle la Zambie. C'est l'homme de Broken Hill, c'est le spécimen de Broken Hill. Mais je vais m'attarder simplement sur l'Homo sapiens sapiens pour dire que 2 thèses s'efforcent de rendre compte de son apparition. Il y a une première thèse qui suppose que les conditions étant réunies, l'homme anatomiquement moderne serait apparu simultanément sur les différents continents. Donc, cette thèse, qui est appelée aussi la thèse polycentrique, a longtemps triomphé, parce que c'est la seule qui permettait de rendre compte d'une conception raciale de l'être humain. Autrement dit, cette thèse rend possible la hiérarchisation des races. La deuxième thèse, qui est la thèse monogénétique et monocentrique, suppose que l'homme anatomiquement moderne est apparu à un seul endroit et que par des pérégrinations dues à des facteurs divers, entre autres des facteurs climatiques, des facteurs liés aussi à ce qu'on peut appeler l'exploration de la niche écologique, etc., etc., il se serait, comme un migrant, rendu tardivement sur les autres continents. Ainsi, cette thèse présuppose que tous les êtres humains, quel que soit leur phénotype, leur apparence physique, ont les mêmes capacités intellectuelles et qu'il n'y a pas de hiérarchie possible des races humaines. Que la notion même de race serait une notion liée au climat
c'est-à-dire à l'évolution de l'homme dans les paléo-environnements différents, mais ne serait pas lié à des caractères héréditaires biologiques liés à une supériorité ou une infériorité quelconque. Cela veut dire que dans l'état actuel de nos connaissances, entre 200 000 ans et 120 000 ans, l'homme a créé tous les éléments de la civilisation en Afrique, à l'exclusion des autres régions du monde. L'homme a créé l'agriculture, l'homme a créé l'astronomie, la géométrie, les techniques de chasse, et il a commencé à écrire sur des peintures rupestres, des caractères qui sont ce qu'on appelle aujourd'hui des pétroglyphes. Donc cela veut dire que avant la sortie de l'homme africain, du continent africain, pour aller vers l'Asie, et quand il arrive en Asie, nous sommes en moins 80 000, donc 120 000 ans après qu'il ait mis tous les éléments de la civilisation en place sur le continent africain, il devient l'homme de Kafzé. Et c'est l'homme de Kafzé qui va coloniser, en guillemets, l'Asie. Donc les Européens, par euphémisme, parlent d'Orient. Mais il n'y a pas d'Orient, puisque l'Orient, c'est l'Est. Sur chaque continent, il y a un Orient. Il y a l'Afrique de l'Est. Donc il n'y a pas un continent qui s'appelle l'Orient. L'Orient est une construction géographique pour frustrer l'Afrique de ses connaissances durant la préhistoire et durant l'histoire de l'Antiquité. Donc on parle de Proche-Orient, mais Proche-Orient par rapport à qui? On parle de Moyen-Orient, on parle d'Extrême-Orient, pour désigner en fait l'Asie. Donc, c'est l'homme africain qui, en venant en Asie, a apporté les éléments de sa civilisation en Asie. Il ressort donc de ce qui précède que l'étude de la préhistoire de l'Asie ne peut pas s'écarter de l'étude de la préhistoire africaine, puisque la préhistoire de l'Asie n'est qu'un prolongement, un succédané de la préhistoire africaine. Le même processus s'est déroulé en Océanie. L'homme africain arrive en Océanie à partir de moins 50 000 à peu près, et c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui des aborigènes d'Australie, de Nouvelle-Zélande et de toutes ces contrées de Tasmanie qui ont été exterminées par les Européens. Donc quand on parle des Australiens aujourd'hui, on voit des Blancs. Mais il faut aller dans les réserves pour voir à quoi ressemblaient ces Noirs. Donc certains sont massacrés au moment où nous parlons en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le même processus s'est déroulé en Europe. À partir de moins 40 000, l'Africain entre en Europe. C'est l'homme de Grimaldi. Sauf que, durant son séjour en Europe, il se heurte à des conditions climatiques extrêmes. Nous sommes sous la période de la dernière glaciation, qui a duré 100 000 ans. Glaciation de Würm, Würm 1, Würm 2. Et c'est dans ce climat extrême que l'homme africain, qu'ils ont appelé par euphémisme l'homme de Grimaldi, a créé la première industrie en Europe, qu'on appelle l'orignacien. Et l'homme africain va tenter de survivre en Europe dans un froid polaire, un froid qui était rédhibitoire, de moins 40 000 ans jusqu'à moins 20 000 ans. À partir de moins 20 000 ans, il se passe un phénomène inédit dans l'histoire de l'humanité. C'est qu'il existe deux formes de dépigmentation. Il existe une dépigmentation pathologique qu'on peut étudier par certains gènes qui fait que on a une mère noire, on a un père noir et on sort blanc comme un albinos en Afrique ou ailleurs. Et il y a un deuxième phénomène, c'est la dépigmentation due justement à
l'altération des mélanocytes. Et les mélanocytes s'altérant progressivement, ce sont les espèces à la peau claire qui sont les plus adaptées dans les climats les plus froids. Donc, l'homme blanc, sous la forme qu'on connaît, est un noir dépigmenté en climat froid, même s'il ne l'accepte pas. Et il y a moins 20 000. L'Amérique, que les autochtones appelaient Tarana, a été également colonisée par des Africains. Nous avons les traces matérielles de ces Africains, des têtes colossales de la Venta, négroïdes caractérisées, dont Ivan Van Sertima a parlé. Mais nous avons aussi un type qui est venu d'Asie, se greffer sur ce substrat nègre. Et ce type humain, c'est ça qui a donné les Amérindiens de nos jours. Pourquoi je fais cette introduction? Parce que vous ne pouvez pas étudier l'humanité. Parce que beaucoup de gens disent, nous étudions l'histoire de l'Afrique. Non. Nous étudions l'histoire du continent où l'humanité a pris naissance. Nuance, on ne peut pas en dire autant de tous les autres continents. Donc, en vertu de cette antériorité qui est identifiable à travers les radiations et les datations, nous nous trouvons en présence de ce que nous pouvons appeler le véritable musée de la culture humaine en Afrique. L'Afrique est un musée à ciel ouvert de la culture de l'humanité. Quel que soit l'être humain, qui s'appelle Gobineau, qui s'appelle Vacher de la Pouge, qui s'appelle Hitler et tout ça, s'il veut connaître les premiers développements de la culture humaine, en dehors de ses propres préjugés raciaux qui relèvent de la pathologie, il est obligé de partir de l'Afrique. Voilà pourquoi la question de la préhistoire a fait l'objet d'une controverse chez les historiens. Parce qu'une fois que les Européens ont conquis l'Amérique, une fois qu'ils ont conquis l'Océanie, une fois qu'ils ont conquis l'Asie, par des génocides successifs, ils ont commencé à réécrire l'histoire humaine. Et ils se sont mis au centre de l'histoire, eux qui sont les derniers arrivés. Et ils ont présenté ce que j'appelle une mythomanie mémorielle. Voilà pourquoi, quand nous lisons l'histoire de l'Afrique vue par les Européens, nous avons l'impression que l'Afrique a toujours été peuplée par des tribus. On ne parle jamais des empires. On ne parle jamais des royaumes. On ne parle jamais de toutes les institutions qui ont matérialisé et jalonné ce long cycle préhistorique en Afrique, qui est dans l'état actuel des choses, le berceau de l'humanité. Mais l'Afrique n'est pas seulement le berceau de l'humanité. L'Afrique est aussi le berceau de l'humanisme. Parce que c'est en Afrique et nulle part ailleurs que les premières réflexions philosophiques, théologiques, historiques, sur le destin de l'homme, durant sa vie sur Terre, et le destin post-mortem de l'homme, ont fait l'objet d'études sérieuses. Ces études ont été ensuite condensées dans des documents écrits. Donc c'est en Afrique que l'écriture apparaît pour la première fois. C'est ce qui ressort des travaux de l'école allemande dans les fouilles d'Abydos, et notamment du professeur Gunther Dreyer, qui a publié tous les documents. Ce qui prouve que la tentative de synchronisation de la Mésopotamie avec l'Égypte en matière de découverte de l'écriture est désormais frappée d'obsolescence. Les faits nous amènent à dire que l'Afrique a connu l'écriture 2000 ans avant la Mésopotamie, et donc l'Asie. Cela veut dire que les premiers documents écrits dans l'histoire humaine sont dus aux Africains. Donc, nous entrons dans l'Antiquité, où là, une autre controverse s'invite dans les ouvrages et les manuels qu'on apprend à nos enfants.
Cette controverse, c'est l'origine des anciens Égyptiens. Pourquoi cette focalisation autour de l'Égypte ancienne? Parce qu'on s'est rendu compte que tous les témoignages des auteurs de l'Antiquité, les Grecs, les Romains, les Juifs, les Arabes, les Asiatiques actuels, convergent sur un point essentiel, c'est que la civilisation a été transmise par l'Égypte et l'Éthiopie, la Nubie, le Soudan, nabatéen et méroïtique. Donc, de moins 5000 ans jusqu'au Shemshouhor, c'est-à-dire les 8 rois qui ont précédé Narmer, au Soudan. Narmer lui-même, en 3300 avant notre ère. Tout ce que l'humanité compte comme découverte scientifique, ça s'est passé en Égypte, c'est-à-dire dans la vallée du Nil. Donc, à partir du 14 septembre 1822, un jeune polyglotte français, Jean-François Champollion, après des tentatives infructueuses de déchiffrement de la part de l'anglais Jung, etc., va, en utilisant la pierre de Rosette, procéder au déchiffrement littéral des hiéroglyphes. Donc, il va réussir à lire le cartouche du roi Ramsès, Cléopâtre, etc. Et à partir de là, il va dire que non, la civilisation moderne et la civilisation contemporaine ne sont pas dues aux Grecs. Mais tous les documents que les Grecs n'arrivent pas à expliquer, qu'ils dénaturent, qu'ils travestissent, de Thalès jusqu'à Aristote, trouvent leur éclairage dans les papyrus égyptiens. Donc, si on doit dire les choses sérieusement, c'est l'Égypte et la Nubie qui sont les deux centres névralgiques de la civilisation durant l'Antiquité. Je me résume. Les Nubiens et les Égyptiens de l'Antiquité, auxquels l'humanité entière est redevable. Des sciences, des lettres, des arts et des techniques, étaient des Noirs et se sont représentés comme tels sur les monuments qu'ils ont légués à la postérité. Voilà ce que nous disent les Grecs, c'est-à-dire les auteurs classiques auxquels les Européens doivent eux-mêmes leur propre émancipation intellectuelle. Donc, après la mort de Champollion, qui n'a pas eu le temps de faire ce qu'il avait promis de faire dans sa leçon inaugurale au Collège de France, ce collège qui avait été fondé par François Ier. Et cette leçon inaugurale montre que c'est de l'Égypte qu'est parti le souffle qui a animé l'esprit de la civilisation humaine. Par la suite, après la mort de Champollion, son frère aîné, Champollion Figeac, a hérité de ses manuscrits, a hérité de la succession scientifique de ses œuvres. Et entre-temps, un grand savant français qui appartenait à l'école des idéologues, qui s'appelait Constantin François de Chasseboeuf, comte de Volnay, a écrit dans un ouvrage intitulé « Voyage en Égypte et en Syrie » que les Égyptiens de l'époque pharaonique étaient des nègres semblables à tous les naturels de l'Afrique actuelle. Volney écrivait « En considérant les individus de cette race, il parle des Coptes, j'y ai trouvé un ton de peau jaunâtre et fumeux
qui n'est ni grec ni arabe. Tous ont le visage bouffi, l'œil gonflé, le nez écrasé. En un mot, un vrai visage de mulâtre. J'étais tenté de l'attribuer au climat lorsqu'ayant été visiter le Sphinx, son aspect me donna le mot de l'énigme. En voyant cette tête caractérisée de nègre dans tous ses traits, je me rappelais ce passage remarquable d'Hérodote où il dit « Pour moi, j'estime que les Colches sont des Égyptiens parce que comme eux, ils ont la peau noire et les cheveux crépus. » C'est-à-dire que les anciens Égyptiens, poursuit Volney, étaient de vrais nègres de l'espèce de tous les naturels de l'Afrique. Et dès lors, on conçoit aisément comment leur sang, allié depuis plusieurs siècles à celui des Romains et des Grecs, a dû perdre l'intensité de sa première couleur en gardant cependant l'empreinte de son moule originel. Volney veut dire que le métissage en éventail, qui a commencé en Égypte avec l'invasion des Assyriens, nous sommes en 663 avant notre ère, l'invasion des Perses, nous sommes en 525 avant notre ère, l'invasion des Macédoniens en 332 avant notre ère, l'invasion des Romains en moins 50, ça a altéré le type humain et que le phénomène de métissage est palpable quand on regarde les Coptes de cette époque-là. Donc, conclusion, les anciens Égyptiens étaient des nègres de l'espèce de tous les naturels d'Afrique. Voici la réponse de Champollion-Figeac pour détruire ce fait qui est un fait empirique de méditation. Il dit, la peau noire et les cheveux crépus ne suffisent pas pour faire un nègre. Et la conclusion de Volney est tout à fait forcée et inadmissible. Voilà ce que dit Champollion-Figeac. Donc, à partir de cette affirmation péremptoire de Champollion-Figeac, toute la lignée des égyptologues vont falsifier l'histoire de l'humanité de génération en génération. On va falsifier cette histoire en Allemagne. Lepsius et Hermann. On va falsifier cette histoire en Angleterre, Wallis Budge et les autres. En Italie, Rossellini, etc. Et surtout en France. Maspero. Et tous ces auteurs vont falsifier cette histoire. Et cette falsification va durer jusqu'à la parution en 1954 de l'ouvrage de Cheikh Anta Diop. À partir de ce moment-là, deux thèses s'affrontaient. Avant, il y avait le monopole de la thèse des falsificateurs. Deux thèses se sont affrontées dans leur formulation absolue. Je vais donc résumer brièvement la première, je résume la deuxième, et j'en viens à l'histoire d'Haïti. La première thèse, je la résume comme ça, c'est Jean Vercouter qui l'a résumée dans son rapport introductif au colloque qui a eu lieu du 28 au 31 janvier 1974 sur le peuplement de l'Égypte ancienne et le déchiffrement de l'écriture méroïtique. Il y a 20 savants, considérés généralement comme des experts de réputation mondiale, qui étaient donc des égyptologues parmi les plus qualifiés de l'époque, qui ont pris part à ce colloque et à ce débat. Donc, à l'issue des débats, deux Africains contre le reste du monde. Bien sûr, il y avait un Soudanais, mais lui, il défendait les Arabes. Abdelgadir Abdallah, qui est devenu une vedette du colloque. Donc, le problème qui s'est posé, c'est ceci. Cheikh Anta Diop et Obenga défendaient la thèse suivante. L'Égypte pharaonique, par l'ethnie de ses habitants, la langue de ceux-ci, appartient en totalité des balbutiements néolithiques jusqu'à la fin des dynasties indigènes au passé humain des Noirs de l'Afrique. Les autres égyptologues défendaient la thèse que je vais formuler maintenant. À la suite de Elliot Smith et plus anciennement de Sergi, la majorité des égyptologues estiment que la population primitive qui occupe la vallée du Nil égyptienne et nubienne, dès le pré-dynastique et jusqu'à la première dynastie, appartient à une race brune, méditerranéenne ou encore euro-africaine, improprement appelée hamite,
Kamites ou encore Chamites, cette population serait leucoderme, donc blanche, même si sa pigmentation est foncée et peut aller jusqu'au noir dès le prédynastique. Voilà la deuxième thèse. Donc, d'un côté, il y a la thèse selon laquelle les anciens Égyptiens responsables de la civilisation pharaonique étaient des noirs à peau noire. De l'autre, la thèse selon laquelle les anciens Égyptiens responsables de la civilisation pharaonique étaient des blancs à peau noire. Mais dans les deux cas, ils sont tous de peau noire. Nous, on ne connaît pas des blancs à peau noire. Donc, le colloque a abouti à ce que le rapporteur, le professeur Jean Devis, qui est décédé depuis, et qui est un détracteur affirmé des thèses de Cheikh Anta Diop, a résumé dans la conclusion générale, que je vais de nouveau restituer de mémoire. La très minutieuse préparation des interventions des professeurs Cheikh Anta Diop et Obenga n'a pas eu, malgré les précisions contenues dans le document de travail préparatoire envoyé par l'UNESCO, une contrepartie toujours égale. Il s'en est donc suivi un réel déséquilibre dans les discussions. C'est-à-dire qu'un déséquilibre, contre toute attente et contre toute vraisemblance, s'est produit au profit de deux personnes contre le reste du monde. Et un tel déséquilibre ne pouvait être le fait que de la rigueur méthodologique de Cheikh Anta Diop et Obenga, de la précision des documents qui ont été apportés et aussi de l'analyse dans le champ de la pluridisciplinarité. Voilà comment il y a eu un tournant dans l'historiographie mondiale. Cheikh Anta Diop et Obenga ont opéré une rupture épistémologique dans le champ de l'historiographie mondiale. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Depuis 1974, on continue à enseigner ces thèses périmées. On continue à enseigner des contre-vérités qui sont devenues maintenant des contre-vérités institutionnalisées. Un homme avait réagi avant Cheikh Anta Diop à cette falsification. C'était un Haïtien. Il s'appelait Anténor Joseph Firmin. Il est l'auteur de l'ouvrage intitulé « De l'égalité des races humaines ». Et cet essai est un écho, il est vrai après la mort de son auteur, de l'ouvrage de Gobineau, Arthur de Gobineau, intitulé « Essai sur l'inégalité des races humaines ». Firmin, dans un élan littéraire éblouissant, établit que non seulement il y a l'origine de l'humanité en Afrique, mais qu'il y a l'antériorité des civilisations éthiopiennes et égyptiennes, et que Haïti hérite de ce génie africain, malgré la traite et l'esclavage. Donc c'est en partant de cette évidence que je voudrais rappeler très brièvement qu'il n'y a pas de Haïtiens, de Guadeloupéens, de Martiniquais, de Guyanais, etc., etc. Mais il y a des descendants d'Africains déportés. Il y a des Afro-descendants, des descendants d'Africains déportés. Une fois là-bas, ils ont survécu. Et ils ont survécu en apportant aux Africains l'amour de l'Afrique. Pendant qu'on leur parlait tout le temps de l'Afrique comme un enfer sur terre. Ils sont revenus vers l'Afrique pour donner aux Africains l'amour de l'Afrique. J'ai dit ils, qu'il me soit permis de les citer. Ce sont les 5 mousquetaires. Le premier, je l'ai cité, c'est un Haïtien, Anténor Joseph Firmin. C'est lui qui, le premier, a lancé l'idée de la nécessité de créer les États-Unis d'Afrique. Le deuxième, c'est un Haïtien, le lieutenant de vaisseau Benito d'Artagnan Sylvain. Lui, il est parti en Éthiopie pour apporter là-bas la stratégie militaire, la guerre asymétrique, pour empêcher que l'Éthiopie ne soit colonisée par les Italiens. Le troisième, c'est un Trinidadien, Henry Sylvester Williams. Il est parti et il a apporté là-bas aux Africains le combat juridique
pour pouvoir récupérer les terres qui avaient été spoliées depuis Berlin par les colons. Le quatrième, c'est un Africain américain qui s'appelle Martin Robinson Delaney. Et lui, après la guerre de sécession, il a organisé les Noirs pour pouvoir justement créer une légion pour libérer les Noirs américains qu'on maintenait en esclavage dans le sud des États-Unis, n'est-ce pas? C'est la fameuse guerre de sécession, mais aussi pour les emmener en Afrique comme un détachement pour libérer l'Afrique. Le cinquième, tout le monde le connaît, c'est le Jamaïcain Marcus Aurelius Mosiah Garvey, qui a créé la seule organisation, depuis que nous avons perdu l'initiative historique dans l'Antiquité, qui s'appelle Universal Negro Improvement Association, l'association universelle pour le progrès des Noirs, et qui a compté 10 millions de Noirs comme membres, donc 10 millions de Noirs à jour de leur cotisation, dans une seule et même organisation. Cela ne s'était jamais fait. Il a acheté une flotte de marine, Black Star Line, il a acheté des immeubles, il a acheté, et il était en passe à lui seul de sortir les Noirs de la pauvreté, avant qu'il n'ait été trahi et envoyé en Angleterre où il est mort en 1940, seul, sans le sou, dans la misère la plus totale. Si j'ai parlé de tout cela, c'est parce que nous, on a peine à imaginer ce que nos ancêtres ont vécu. Et je vais parler précisément de nos ancêtres haïtiens. Quand on parle d'un Haïtien, il faut savoir qu'il y a le bassin du Congo. Les gens que vous appelez haïtiens, beaucoup viennent de l'Angola actuel. Beaucoup viennent de la RDC. Beaucoup viennent du Congo-Brazzaville. Beaucoup viennent du Gabon. Et ils sont très nombreux à être venus du Cameroun. Donc, même si ces territoires ont été créés artificiellement après, mais ce sont des Noirs qui faisaient partie des plus grands empires de l'Afrique centrale qui ont été déportés. Les plus grands empires et royaumes. Le royaume le plus puissant de l'Afrique centrale, c'est le royaume du Congo, qui a été agressé par les Portugais et qui, aujourd'hui encore, pour ce qui est de la RDC, subit un génocide ininterrompu. Donc, cela veut dire que, de deux choses l'une, où ils étaient esclaves en Afrique, et la fable hollywoodienne de Pétré Grenouillot, Olivier Pétré Grenouillot, n'est-ce pas, dit que c'était des Noirs qui étaient vendus contre des pacotilles, l'eau de vie, par des roitelets nègres fantomatiques. N'est-ce pas? Mais en fait, c'était des razzias. Des razzias. Et ceux qui nous parlent de ces razzias, c'est qui? Mais c'est les Blancs eux-mêmes. Mais on a caché maintenant ces sources-là. C'est ce que j'appelle les carnets de bord des négriers. Et un des carnets de bord qui nous parle des razzias sur la côte de Guinée, c'est l'ouvrage de Savary, qui s'intitule Le traité du parfait négociant. Donc, nous avons les sources. Voilà les vraies sources. Mais après, il y a eu des sources apologétiques qui ont été concoctées par l'Église pour pouvoir dire non, on est parti pour les évangéliser parce que là-bas, ils étaient vraiment esclaves. Ils souffraient trop, les tribus nègres, etc., etc. Bon, toi, tu es parti les sauver. Pourquoi tu fais encore des bulles papales pour dire qu'il faut aller les capturer encore? Tu sauves des gens, tu vas les capturer encore. C'est ce que Nicolas V a fait. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que tout noir qui parle de commerce triangulaire est dans le paradigme du négationnisme. Ces faits doivent être connus de tous. Donc, ce que l'homme qui a été rejeté par la France, même s'il était le plus grand écrivain français depuis Alexandre Dumas, Aimé Césaire, il a résumé la situation. Je cite Césaire. Que l'on se représente à Auschwitz et Dachau, Ravensbrück et Mauthausen, mais le tout à l'échelle immense, celle des siècles, celle des continents. L'Amérique, transformée en univers concentrationnaire, la tenue rayée imposée à toute une race,
La parole donnait souverainement au capot et à la schlag une plainte lugubre sillonnant l'Atlantique, des tas de cadavres à chaque halte dans le désert ou la forêt, et les petits bourgeois d'Espagne, d'Angleterre, de France, de Hollande, innocents à Himmler du système, amassant de tout cela le Idemago, le capital criminel qui fera d'eux des chefs d'industrie. Qu'on imagine tout cela et tous les crachats de l'histoire et toutes les humiliations et tous les sadismes et qu'on les additionne, qu'on les multiplie et on comprendra que l'Allemagne nazie n'a fait qu'appliquer en petit à l'Europe ce que l'Europe occidentale a appliqué pendant des siècles aux races qui eurent l'audace ou la maladresse de se trouver sur son chemin. Mais l'admirable est que le nègre est tenu. Beaucoup mourraient, les autres tenaient. Comment? Par la bonté nègre qui toujours leur présenta à portée de main la liberté. Par l'amour de la vie et l'humour nègre qui les rendait supérieurs à leurs conditions et toujours juges distants de leur propre maître. Le fait est qu'ils ne sombrèrent jamais dans la déchéance complète, qu'ils ne perdirent jamais espoir, qu'ils n'abdiquèrent jamais leur dignité humaine et que jour après jour, pendant 2 siècles, ils complotèrent, résignés apparemment, domptés jamais. Et où est-ce que le nègre a relevé la tête? Au Brésil, dans le Quilombo de Palmarès. C'était avant Haïti. Ça, c'est des nègres Congo qui l'ont fait. Et où est-ce qu'il a ensuite relevé la tête? En Haïti, dont je viens de vous parler, des liens généalogiques étroits avec le bassin du Congo. Il reste le golfe de Guinée. Le golfe de Guinée, c'est effectivement toute cette façade maritime qui va du Sénégal jusque vers le Nigeria et au-dessous, Calabar. Eh bien, c'est là où les 3/4 des Haïtiens ont été enlevés, torturés et déportés. Et parmi ces Haïtiens qui ont été enlevés, capturés et déportés, je voudrais citer le père de ce Haïtien, à savoir Toussaint Louverture. Son père était non pas un esclave, mais le ministre des armées, le ministre de la guerre du royaume d'Alada. Il arrive au Cap français. À ce moment-là, on vendait les Noirs à la criée. Et les gens venaient prendre leur oreille, venaient prendre leurs mains pour voir s'il va vivre longtemps. Parce que l'espérance de vie, c'est de 17 ans. Sur les camps de travail et de la mort. Et Gaou Deguenon, le ministre de la défense du royaume d'Alada, est fier. Il n'est pas apeuré, il n'est pas timoré. Et ça a surpris Bayon de Libertad. Et Bayon de Libertad s'approche et dit, ce nègre a l'allure d'un prince. Je le veux sur ma plantation. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé sur la plantation Breda, où Toussaint Louverture va naître prématuré. Toussaint était tellement maigre qu'on l'appelait Fratra-Bâton. Mais après, on l'a appelé Delafeuille. Pourquoi? Parce que son ancêtre lui a appris la guérison médicinale par les plantes. Mais Toussaint Louverture, à partir de l'âge de 18 ans, il est devenu cocher, s'occupait des chevaux du maître, et il est donc devenu un nègre de maison. Donc, le relatif confort lui a permis maintenant de commencer à apprendre à écrire et à lire. Au bout de 10 ans, Toussaint Louverture lisait couramment le latin, ce qui lui a permis d'étudier la révolte des esclaves à Rome, qui était menée par Spartacus. Et donc Toussaint Louverture était devenu un spécialiste de ce qu'on appelle la polémologie, c'est-à-dire la science de la guerre. On se demandait pourquoi il voulait faire la guerre, puisqu'il était esclave. Mais au bout d'un moment, on l'a affranchi. Et quand on l'a affranchi, Toussaint Louverture est devenu un des rares Noirs sur l'île de Saint-Domingue qui savait parfaitement lire et écrire, qui connaissait l'intimité des Blancs, qui connaissait leur rapacité. Donc Toussaint
avait fait une étude psychologique du blanc. Et il en avait déduit que le blanc était un colosse aux pieds d'argile qui jouait aux chiens enragés. Donc, tous en l'ouverture faisaient partie des noirs les plus favorisés. Parce que sur la plantation, il y a d'autres noirs qui entraient dans le jeu pervers du blanc. Il y a les nègres fouettards. Les nègres fouettards sont des nègres à qui on donne le fouet pour fouetter les autres nègres. Et quand tu fouettes bien, là le blanc dit non. Toi là, on va te donner encore un peu de confort. Mais il était détesté sur toute la plantation. Il y avait les nègres étalons. Ce sont les nègres à qui on donnait du bois bandé et du rhum. Et on leur dit de féconder 5 négresses dans la journée pour faire des petits négrillons qui deviendront à leur tour des esclaves. Donc ces nègres étaient détestés de toutes les femmes de la plantation. Donc la haine du nègre contre le nègre s'est invitée sur la plantation. Donc une plantation pour moi, c'est un camp de travail et de la mort, mais surtout un laboratoire de la haine du nègre contre le nègre. Un laboratoire expérimental. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de Noirs arrivaient à être complices des Noirs qui sont des gardes-chioum. C'est comme ça qu'on les appelle. C'est-à-dire les Noirs qui devaient empêcher les autres Noirs de fuir. Et des fois, ils les laissaient fuir. Parce que c'était une solution pour protéger leur fuite future. Donc, beaucoup se sont retrouvés au Morne Rouge que j'ai visité. Et là-bas, nous sommes en 1791. La traite a commencé en 1444. C'est l'époque où les Portugais capturaient les populations des îles Canaries qu'on appelle les Guanches, qu'ils ont génocidées avant de génocider les Amérindiens. Toutes les populations des îles Canaries ont été génocidées. Donc, nous sommes en 1791. Les Noirs étaient là depuis un certain temps, mais les autochtones de Haïti, que Christophe Colomb va appeler la petite Espagne, Hispaniola, ils ont été génocidés. C'est les Taïnos. Et les derniers survivants se sont mis avec les Noirs pour se révolter. Donc, il existe une solidarité, une fraternité de combat contre les Amérindiens et les Noirs africains. C'est cela que perpétue Hugo Chavez, dont les parents sont amérindiens et noirs. C'est de cela que nous parle Rosa Amelia Plumel Uribe dans son célèbre ouvrage « La férocité blanche ». Elle-même, elle est métisse d'Amérindiens et de Noirs, c'est-à-dire les génocides occultés. Il ressort donc de ce que je viens de dire qu'en 1791, la France considérait que le poumon de sa puissance économique, c'est Saint-Domingue. Donc c'est Haïti. Donc, les Haïtiens travaillaient de 6 h du matin à minuit, sans s'arrêter. Il y avait juste 2 pauses pour aller. On appelle ça la pause pipi et la pause manioc. C'est tout. Et ils étaient maigres. C'est-à-dire que quand on te montre un être humain de 17 ans, tu as l'impression qu'il a 85 ans. Tellement on a exploité les Haïtiens. Donc le peuple haïtien a compris que ceux qui étaient à l'abri de l'exploitation, c'est ceux qui étaient les Mounkam. C'est le vrai nom. Ce n'est pas marron. Marron vient de l'espagnol cimarrones, qui veut dire les fugitifs. Ces gens n'étaient pas des fugitifs, c'était des guerriers. Les Mounkam. Voilà pourquoi en Haïti, il y a une devise qui dit « Tout monde c'est monde ». Ça dit « Tout homme appartient à l'humanité. Tout homme est un homme ». Donc, à partir de ça, si tu veux être un homme debout, comme tes ancêtres du Congo et de la Guinée, il faut que tu sois dans les plantains, tu sois là où il y a les bois. Donc, l'historiographie française a dit bois caïman, mais il n'y avait pas de caïman là-bas. C'est bois, B-W-A, caille,
K-A-Y, Moon. Le bois dans lequel se trouvait l'homme debout. Tout le monde, c'est Moon. Et ces hommes debout étaient fiers de leur peau noire. Considéraient leur peau noire comme l'incarnation de la divine Mélanie. C'est une divinité, ce n'est pas une malédiction. Et ils étaient très très noirs. Tu vois? Donc on les appelait aussi, les blancs les appelaient les nègres bossales. Les nègres qui ont la peau sale. Hein? Et eux-mêmes s'appelaient les dieux de Guinée. Tu vois, non? Donc ils se sont réunis, ils étaient 1000. 1000. Donc, c'est comme ça que la révolution haïtienne a commencé. La révolution haïtienne a commencé avec 1000 personnes. Dans un bois, au lieu dit Morne Rouge, que j'ai visité. Donc, cette révolution a commencé par une cérémonie que j'appelle la cérémonie de régénération et de purification. C'était une cérémonie Ewa-Odou, c'est-à-dire vaudou. C'est-à-dire qu'une telle cérémonie ne pouvait pas exister si ce n'était pas des initiés qui faisaient, qui conduisaient. Donc il y avait 2 initiés qui conduisaient la cérémonie. Une qui a commencé le 14 août 1791 à 6 h du matin. Elle s'appelait Afa Ntou Iman, qu'aujourd'hui ils appellent Fatiman. Et certains disent si elle n'était pas musulmane. Non, 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 non. Il ne faut pas dire de fadaises devant Covid. C'est notre soeur dont le père était un mulâtre. Elle a été initiée par sa mère. Et sa mère était une princesse Yoruba. Une princesse Yoruba, mais là-bas c'était en fait le concentré de 2 cultures. La culture de l'Afrique centrale et la culture de l'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est elle qui a commencé la cérémonie. La cérémonie s'est déroulée en 4 grands moments, en 9 jours. Puisque la cérémonie s'est terminée le 22 août 1791 à 6 h du matin. Et au cours de la cérémonie, on a commencé par un bain rituel. C'est ce qu'on appelle le baptême par immersion. C'est comme s'il retournait dans le Noun, ou le feu sacré pour se purifier. Parce que le contact physique même avec le blanc a créé un effet d'impureté. Il fallait que le corps soit purifié, la purification des corps dans un bain de jouvence. Ensuite, ils se sont réchauffés autour du feu. Et ce feu-là, ils le portent au moment de la retraite au flambeau. Tous les 1000 avaient 1000 feux. Portaient, sont réchauffés. Parce que le froid équivaut à l'oppression. L'excès de froid, c'est l'aspect d'oppression infligée au corps. Ils se sont réchauffés, ce qui a fait qu'ils se sont mis ensemble. La 3e étape, c'est qu'ils se sont mis ensemble en position de scribe accroupi pour respirer, inspirer, aspirer. Parce que l'étouffement de la respiration, c'est ça sur les plantations. Il faut s'oxygéner. Ce sont des techniques qu'on fait dans les sports de combat. Et enfin, ils ont pris une motte de terre qui est venue du Ghana, qui est venue du Congo. Et chacun a pris cette motte de terre, on a écrasé, on en a fait de latérite, et les gens ont pris. Voilà pourquoi vous avez l'ocre rouge. Ils mettent l'ocre rouge. Hein? C'est la terre, s'induire de la terre des ancêtres. C'est le dieu Khnum qui faisait ça en Égypte. C'est le dieu potier d'éléphantine qui vous fait prendre la terre glaise. Ça a été même repris dans la Bible. À l'issue de cette cérémonie, un homme a pris la parole. C'est le Hunga Abokiman, Boukman, qu'on appelle Boukman Douti. C'est un Ashanti, venu en Jamaïque, mais qui a été initié
Et quand tu es initié, tu es détenteur de la science sacrée des ancêtres, tu t'appelles Rougan. Quand tu es du Bénin ou de Ashanti. Mais quand tu es chez les Dogons, tu t'appelles Rogon. Mais c'est le même mot. Rougan, Rogon, tout ça. Bon. Donc, ce que je veux signaler ici, c'est que quand on fait la spiritualité, ce n'est pas pour s'enfermer dans une case en disant qu'on est en train de prendre des amulettes. Et à partir des amulettes, ce n'est pas ça. La spiritualité a pour finalité ce qu'on appelle l'acte de forger un esprit trempé en acier. Quand tu es vraiment dans la spiritualité, tu ne crains plus la mort. Parce que pour toi, la mort, c'est tout simplement une délivrance de la chair, mais c'est la poursuite du voyage du cas divin, de l'énergie. Ceux qui craignent la mort sont tout simplement des gens qui ont envie de passer toute leur vie à déféquer, forniquer, manger, etc. Et ils sont attachés à ça. Ce sont des gens qui ont le vide, vacuité ontologique, c'est des vides de l'être. C'est des jouisseurs, des épicuriens. C'est ça que compte le blanc pour nous faire renoncer au combat. Qu'il faut donner un peu à manger aux uns et aux autres. Et quand ils font bombance, ils ne pensent qu'à leur nature animale. Non. Il s'agit d'élever l'homme du stade de l'animalité vers le stade de la divinité. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est l'élévation du cas divin. C'est ça la spiritualité. Donc la spiritualité est la meilleure manière de se préparer au combat pour une humanité qui soit sous l'emprise de la marque. C'est ça la spiritualité. Ce n'est pas la peine d'inventer d'autres spiritualités pour prendre de l'argent après. Bon, donc, à partir du moment où nous posons ce problème, je voudrais dire maintenant que s'il n'y avait pas eu cette cérémonie du bois caïman, il n'y aurait pas eu de révolution haïtienne. J'attire votre attention sur le fait que une révolution n'est pas possible s'il n'y a pas un facteur spirituel déclencheur. Donc, toutes les révolutions, même la révolution chinoise, tout ça, ont été d'abord une révolte de la spiritualité. Bon, donc, à partir de ce moment-là, les gens ont dit, nous allons former une armée de 1000 personnes. Et cette armée va aller directement mener le combat là où il y a les plantations. Donc il ne doit plus y avoir une plantation où le noir est esclave. Qu'est-ce qui leur a inspiré ça? C'est le serment de Boupin. Nous allons reproduire le serment in extenso en créole haïtien. Et vous allez voir que il dit que le bon Dieu qui se cache derrière les orages, le bon Dieu qui se dissimule derrière le soleil, c'est ce bon Dieu qui protège les gens du bois caïman. Et que le Dieu des Blancs est un Dieu assoiffé de sang. Et que le vrai combat aura lieu, comme on dit, la vraie bataille sera la bataille entre les deux dieux. Et avec leurs différentes escortes, c'est-à-dire les messagers de Dieu qui sont dans le ciel, que les autres appellent les archanges, les anges, mais nous on les appelle les orishas. Et nos ancêtres les appellent les Néterou. Donc, une des orishas s'appelle Sakamatu Sekhmet. Elle va être au combat. Une autre s'appelle Saket. Elle porte des flèches. Elle va être au combat. Donc, ce sont des femmes qui sont au combat. Et ce combat, c'est le combat de l'invisible. On ne peut pas voir ce combat,
si on n'est pas initié. Or, les 1000 nègres, qu'on appelle les Munkam, du bois Kaimoun, ils étaient tous initiés. Donc, ils ont fait un serment en disant, si jamais ils tombent, c'est-à-dire leur carapace tombe, l'énergie qui est en eux va ressusciter en Guinée au Congo. Ce qui permet d'exclure l'idée que le Congo et la Guinée soient des enfers. Parce que personne ne ressuscite en enfer. Peut-être. Donc, à partir de ce moment-là, ça veut dire que c'est l'amour de la terre d'Afrique qui a fait qu'ils ont tenu dans l'enfer de la Caraïbe. Amour de la terre d'Afrique. Mais surtout, l'amour du Dieu d'Afrique. Ce Dieu, il apparaît sous la forme d'un démiurge. Puisque lui-même est inaccessible, il est invisible, il est intouchable, il est normal. Donc quand il apparaît au Congo, on l'appelle Nzambiampungu. Quand il apparaît au Dahomey, chez moi, on l'appelle Maou Segbolissa. Mais c'est le même Dieu. C'est le même Dieu que certains appellent Ama, d'autres Imana, d'autres Omoni, d'autres Amonre, ainsi de suite. Olodumare, les Yoruba disent Olodumare. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme sur terre, il ne doit pas attendre que Dieu le sauve dans un paradis qui est dans le ciel. Il doit se battre, parce que même Dieu se bat. Même Dieu se bat. Ce qui se passe là-bas, c'est le combat entre Maat et Isfet. Notre maman Maïté et notre maman Asafatou. C'est le combat entre Ra et Apophis. C'est le combat entre Seth et Horus. C'est le combat entre les 9 arcs, c'est-à-dire les 9 peuples ennemis héréditaires de la Mat et par conséquent de la race noire. Et les Kemiou et Kemou. Kemiou, ça veut dire ceux du pays noir. Ceux qui appartiennent au pays noir. Les Kemou, c'est les noirs, les noirs. C'est les mêmes mots. L'un, c'est un adjectif de relatif, de relation. L'autre, c'est un adjectif qui identifie. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que le 23 août 1791, toutes les plantations sont en flammes. C'est un spectacle apocalyptique qu'on voit à Saint-Domingue. Et tous les Noirs qui voient qu'il y a des flammes commencent à venir avec les insurgés. Et tout Noir qui refuse de venir, qui préfère rester esclave, hein, il est massacré. Et tout le Coderme qui refuse de quitter la plantation est massacré. Donc on a caché ça en France. On n'a pas dit, on voit les gazettes du 24 août. On ne dit rien. On ne dit pas que Saint-Domingue brûle. On ne dit rien. Mais le roi sait. L'entourage du roi sait. Tout le monde est au courant. Voilà pourquoi ils vont créer ce qu'on appelle un subterfuge juridique. En disant que on va abolir l'esclavage. Voilà. Les esclavagistes disent, faisons croire aux nègres qu'on va abolir l'esclavage, comme ça ils vont cesser de se battre. C'est ça qu'on appelle la première abolition. Mais en fait, les Noirs même n'avaient pas le temps de savoir si on a fait une abolition, ils se battent seulement. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que la France a dit, il faut déclencher l'état d'urgence. Ça faisait déjà 10 jours que le combat avait commencé. Donc, qu'est-ce que les Noirs ont dit? Il y avait deux groupes de Noirs. Il y a les Noirs qui ont dit, il faut épargner la vie des femmes blanches, des enfants et des Blancs qui sont prêts à donner ce qu'ils ont volé aux Noirs, à commencer par les terres. Ça, c'est Toussaint Louverture. Parce que Toussaint Louverture a dit une chose. Le voilà.
Toussaint Louverture a dit une chose. On ne peut pas combattre avec les mêmes principes que nous combattons. Voilà la position de Toussaint Louverture. Et il y a d'autres noirs qui ont dit, si jamais Toussaint Louverture répète ça, on va le tuer aussi. Parmi ces gens, ces nègres, il y a Capot à la mort. Capot à la mort. Un jour, je vais faire un exposé sur lui. Quand Capot à la mort vient, il prend 5, 6, 10 leucodermes et il cogne leur tête. Et leur cerveau éclate. Donc tous les leucodermes demandent, est-ce que Capot à la mort est là? On dit non. Si on dit qu'il est là, il fuit. Capot à la mort, quand il attrape un noir qui a trahi les noirs, il fait la même chose. Donc il a dit, il n'y a pas de différence de traitement entre un blanc qui tue les noirs et un noir qui aide les blancs qui tuent les noirs. Il faut même infliger une mort ignominieuse au noir pour éradiquer dans le cœur du noir le venin qu'est la trahison. C'est ça qu'on peut l'avoir. Mais il y avait aussi Biassou, il y avait Jean-François, il y avait les grands combattants. Mais les vrais combattants, c'était les femmes. Il faudrait réécrire l'histoire de la contribution des femmes à la Révolution haïtienne. Ce serait très édifiant. Mais le fait le plus important, c'est que Toussaint Louverture, au bout de 15 jours de combat, est obligé de sauver sa vie. Sous la menace d'être exécuté, Toussaint Louverture rejoint l'armée des insurgés. Et en rejoignant l'armée des insurgés, il va commettre un péché d'orgueil. Il va dire, comme je sais lire le latin, comme je sais lire les machins là, donc je suis le plus intelligent. Mais j'ai attiré l'attention des Africains que les Noirs les plus diplômés dans les certificats d'aliénation académique sont les Noirs les plus malades. J'avais attiré cette attention. Donc Toussaint Louverture a dit, le problème ce n'est pas la guerre avec la France. Parce que la France est un pays de liberté. La preuve, il y a eu la Révolution française. Nous sommes en 1789. Le temps me manque pour décrire les péripéties de cet épisode qui a marqué le destin de la France. Parce que la France a été un des seuls pays dont la création de la République s'est faite sur le régicide. C'est-à-dire on a coupé la tête du roi sur la place de la Concorde. Donc, ça veut dire que Toussaint Louverture croyait au début à l'universalité des idéaux de la Révolution française. Comme beaucoup de Noirs aujourd'hui encore. Malgré tout ce que fait la France quand elle bombarde la Côte d'Ivoire, on dit toujours non, ce n'est pas la France qui a fait. C'est quelques Français indignes de la France. Bon, donc, le problème, c'est que beaucoup de Noirs croient jusqu'à présent que la France a mis en accord ses principes et ses actes. Or, c'est ça qui n'a pas été. Quand on dit « tous les hommes naissent libres et égaux en droit », dans l'interprétation du droit positif, cela veut dire, pour ceux qui ont conçu cette idée-là, que ce n'est pas les nègres. Les droits de l'homme ne sont pas faits pour les nègres. Parce qu'il faudrait établir que les nègres soient des hommes et qu'ils aient une conscience de leur propre humanité. Ce n'est pas le cas. Les droits de l'homme ne sont pas faits pour les femmes, même blanches. Parce que la femme est un objet de procréation qui doit être au service de l'homme. Donc une Française va se révolter. Magnifique. Marie Gouze, que vous appelez Olympe de Gouges. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire qu'elle prend parti pour ses sœurs noires de Saint-Domingue. Et elle va écrire la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, pas des droits de l'homme. Et comment elle a fini? Décapitée. Par qui? Par les révolutionnaires français.
Les révolutionnaires français ont cru qu'en coupant la tête d'un roi, en s'emparant des biens de l'Église, en s'emparant des châteaux, de ceux qui tiennent les fiefs, c'est de là que vient féodalité, féodaux, des seigneurs, etc. Ils vont rétablir la justice. Mais il y a une chose qui fait qu'ils n'ont pas rétabli la justice. C'est qu'en fait, leur révolution n'était pas humaniste. C'était une révolution d'intérêt. C'est les intérêts. Vous voyez? Ce qui les intéressait, c'est la redistribution des biens des riches aux gens qui étaient déjà riches, mais qui n'étaient pas aussi riches que le roi. Tous ceux qui ont fait la Révolution française étaient des bourgeois. C'est-à-dire des gens qui habitaient les villes, les bourgs. Mais ceux qui ont été frustrés dans la Révolution française, c'est ceux qui l'ont inspiré, les paysans, qui étaient donc dans le mouvement qu'on appelle le mouvement de Gracchus Babeuf, le babouvisme. C'est ça qu'on ne vous cache. Quand vous lisez l'histoire de la Révolution française de Soboul, quand vous lisez l'école de la Révolution française de Michelet, on ne vous parle jamais des paysans. Quand on vous parle des paysans, c'est pour dire que c'est des réactionnaires qui étaient en Vendée et qu'on est parti écraser, comme on a écrasé les Chouans. Donc quand nous parlons d'histoire d'Afrique, ça n'exclut pas l'histoire de France. Oh, justement, quand on parle de l'histoire des Noirs qui vivent en France, sans les prendre pour des migrants cosmopolites et mendiants, quoi qu'il en soit, en mettant ces gens en lumière, ces étoiles noires, qu'en suivant mon vaisseau spatial, nous allons explorer leur galaxie. Nous allons éclaircir toutes les zones d'ombre de l'histoire de France. Donc nous ne faisons pas une histoire contre la France. Nous faisons une histoire qui soit la réhabilitation de la mémoire collective de toutes les composantes du peuple français. Voilà pourquoi on nous combat. Voilà pourquoi on ne nous invite jamais à la télévision. Qu'il y a un dispositif d'isolement et une censure autour de notre personne depuis maintenant 38 ans. Et nous en sommes fiers. Parce qu'il y a tout de même des ouvertures, il y a tout de même des brèches. Ce sont les réseaux sociaux. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que si vous voulez comprendre la révolution haïtienne, il faut connaître la révolution française.